calomnie, c'est par ce mot que la Chine a répondu au G7 et à l'OTAN qui ont critiqué la semaine dernière le traitement infligé à la minorité ouïghour et aux militants pro-démocratie à Hong Kong. Elle a aussi envoyé 28 avions militaires à la limite de l'espace aérien de Taïwan, la plus grosse démonstration de force jamais identifiée dans cette zone. Ça, c'était la réponse aux accusations sur son comportement ambitieux et autoritaire et aux appels à la paix et à la stabilité, justement dans le détroit de Taïwan. Bonjour Valérie Niquet. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Votre livre « La Chine en 100 questions » vient de paraître en poche chez Talandier. Ce qui peut surprendre quand même, c'est que la Chine, en montrant comme ça les muscles, elle donne raison aux pays du G7 et de l'OTAN sur le fait qu'elle représente une menace. Elle se comporte de façon menaçante. Mais oui, effectivement, et ça, c'est une des limites de la fameuse diplomatie agressive ou des loups guerriers dont on a beaucoup entendu parler. Et en fait, ça répond à une ligne choisie directement par le dirigeant chinois Xi Jinping dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2012. Alors, ça s'est mis en place progressivement. C'est l'idée que il y avait deux choses. Après la crise financière de 2008, progressivement, la Chine s'est auto-persuadée que ça y est, c'était elle la plus puissante, qu'elle allait dépasser les États-Unis et les Chinois ou la direction du Parti communiste considèrent que maintenant on est dans une nouvelle période, ce qui s'appelle la nouvelle période d'opportunité, je cite, comme on n'en a pas vu depuis un siècle, et que c'est le moment pour la Chine de s'affirmer, d'affirmer sa puissance. Et pourquoi est-ce que la Chine fait ça? C'est aussi pour des raisons de légitimité interne. La croissance économique en Chine est encore forte et on l'a vu avec le Covid, elle reprend en tout cas en apparence plutôt plus vite qu'ailleurs, mais dans les années précédentes, il y a tout de même un ralentissement, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus en interne et l'idée c'est de montrer, bon, même si la croissance ralentit, on va montrer tout de même à la population que le parti est légitime parce qu'il rétablit l'honneur de la Chine, il affirme sa puissance partout et donc ça explique les raisons pour lesquelles il y a ce choix d'une politique, d'une stratégie extérieure très agressive mais aussi très contre-productive. Mais est-ce qu'elle ne devrait pas justement jouer l'apaisement pour convaincre les pays européens qui lui sont a priori moins hostiles que les États-Unis ? Tout à fait. Et d'ailleurs, certains, on le sait difficilement parce que c'est de moins en moins transparent, mais on sait que des experts en Chine et même sans doute au sein du Parti communiste trouvent que la stratégie agressive de Xi Jinping est extrêmement nuisible aux intérêts de Pékin. Et Pékin n'est jamais, entre guillemets, plus séducteur ou certains diraient dangereux que quand, au contraire, il tend la main, apaise, est peu agressif. Et là, immédiatement, notamment les intérêts économiques reprennent et font pression pour que les relations avec la Chine soient extrêmement positives. Donc, on est face à une contradiction qui est que, vu de l'extérieur, la stratégie actuelle est nuisible aux intérêts chinois, puisqu'il y a toute une série de décisions qui sont prises un peu partout. Je pense aux investissements. L'Europe est beaucoup plus sévère qu'avant, par exemple, y compris l'Union européenne, alors que, en ayant une attitude, mais les décisions qui sont prises en Chine ne sont pas forcément en fonction des intérêts du pays lui-même, mais en fonction de la ligne politique qui est décidée par un groupe très restreint de personnalités et du dirigeant lui-même, qui peut avoir une vision totalement faussée de la réalité extérieure, en étant persuadé que le moment de la Chine est arrivé et que finalement, en étant extrêmement agressif dans sa région et au-delà, eh bien, c'est un moyen de montrer sa force et que c'est comme ça que la Chine va s'imposer. Et est-ce qu'on est dans une zone de calendrier particulièrement sensible à l'approche du 100e anniversaire du Parti communiste chinois ? Ce sera le 1er juillet. Oui, effectivement, il y a cette échéance dont on parle beaucoup, mais ce que je voulais aussi indiquer, c'est que ça ne date pas uniquement de ces 2-3 dernières années, c'est Ouais. vraiment une vision que Xi Jinping explique aussi par la volonté de durer et de montrer la puissance de la Chine en comparaison évidemment avec ce qui s'est passé en URSS. Donc l'idée pour Xi Jinping, c'est nous devons absolument être extrêmement fermes et agressifs parce que si on ne l'est pas, eh bien le risque c'est l'effondrement ou le changement de régime. Donc bien sûr, cette année en plus, il y a cet anniversaire qui favorise les effets de manche, si je puis dire. Mais alors, est-ce que le fait d'être montré du doigt comme un danger, d'être un risque pour la sécurité globale, en creux, ça ne confirme pas la puissance de la Chine et ça conforte Pékin dans cette image de puissance qu'il veut projeter? Non, je pense que ceux qui sont réalistes en Chine se rendent compte que les conséquences. Ah, on est en train de vous perdre, Valérie Niquet.
Oui, alors je crois qu'on vous a carrément perdu, donc on va essayer de vous rappeler, peut-être par téléphone normal. Enfin voilà, je vais laisser nos techniciens Caroline Dumoulin et Fabrice Araldi vous rappeler. On parlait de la Chine et de sa puissance et démonstration de force. La Chine qui montre les muscles après le sommet du G7, le sommet de l'OTAN également, le sommet Biden-Poutine. Il a été beaucoup question de la Chine, de son comportement sur la scène internationale. Valérie Niquet, vous êtes avec nous de nouveau ? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a eu une coupure de ligne. Vous étiez en train de nous dire que certaines... je vous avais posé la question, est-ce que d'être montré du doigt comme un danger, ça ne conforte pas la Chine dans cette image de puissance qu'elle veut projeter ? Vous me disiez non. Alors, oui, peut-être qu'au sommet, il y a puissance chinoise est reconnue puisque tout le monde s'y attaque, mais beaucoup en Chine tout de même sont parfaitement conscients du fait que pour les intérêts chinois eux-mêmes, c'est très très négatif et qu'il y a des réactions de backlash en anglais, j'ai oublié le mot, de contre-réaction contre par exemple même les routes de la soie. On voit que certains pays sont plus inquiets. En Afrique, on s'inquiète du piège de la dette ou au Sri Lanka ou ailleurs. En Europe, par exemple, où la Chine avait fait des grandes avancées en Europe centrale, à part des pays comme la Hongrie, on voit que des pays qui étaient très proches de Pékin, l'Italie, la Tchéquie, par exemple, sont beaucoup plus prudents. Donc, la Chine, en étant trop agressive, croit peut-être qu'elle est puissante, mais provoque des réactions qui ne sont pas favorables à ses propres intérêts. Mais le problème, juste pour terminer, c'est que le régime chinois est un régime très fermé et qu'au sommet du Parti communiste, on n'est pas du tout certain que les informations circulent librement dans le sens où qui ose, en quelque sorte, et c'est le drame de ce type de régime, qui ose expliquer aux dirigeants suprêmes qui a une idée préconçue que cette idée n'est peut-être pas la meilleure, y compris pour les propres intérêts chinois. Où est-ce que vous vous positionnez, vous, en tant qu'observatrice et que grande connaisseuse de la Chine, de la politique chinoise, entre l'approche brutale des États-Unis face à Pékin et celle quand même plus conciliante des Européens ? Quel est au fond le meilleur moyen de traiter avec Pékin, dans une perspective occidentale ? Alors, pour les intérêts globaux, je ne sais pas si on peut dire brutal. Alors, on a dit beaucoup brutal avec Donald Trump. Joe Biden poursuit à peu près la même politique en la mettant très en avant. Mais ce qui est certain, c'est que, en un sens, ça met quand même en évidence certaines faiblesses de la puissance chinoise et donc ça ouvre les yeux sur la réalité de cette puissance chinoise et peut-être que ça permet d'équilibrer cette fascination qu'on a longtemps eue pour la puissance chinoise et qui, à mon avis, est dangereuse pour nous aussi. En montrant, par exemple, que la Chine est très dépendante d'abord des marchés d'exportation, à commencer par celui de l'Union européenne, qui est un de ses premiers marchés, est très dépendante des importations de technologies. On l'a vu pour les puces électroniques. Ça met un bémol un peu à cette image de superpuissance chinoise à laquelle on ne peut jamais dire non. Et je pense que c'est très important de pouvoir dire non à la Chine et de pratiquer des affaires avec la Chine, mais avec les yeux ouverts et un très grand réalisme. Sinon, le danger existe de donner à la Chine des moyens, par exemple, de continuer à poursuivre, développer ses capacités, y compris militaires, dans des secteurs qui sont toujours au croisement, d'ailleurs, pour le régime chinois, du civil et du militaire. Par ailleurs, ce qui se passe dans l'environnement chinois, les provocations, les risques de dérapage dans le détroit de Taïwan, même si on n'en est pas à une invasion, il faut quand même rester réaliste, sont dangereux pour nous aussi. La stabilité dans cette zone-là si jamais elle est rompue, aura des répercussions partout, y compris jusqu'en Europe. En termes de droits de l'homme, la situation des Ouïghours, mais d'autres minorités en Chine qu'il ne faut pas oublier, et de la population chinoise hostile au régime, est dramatique. Et ce qui se passe en ce moment à Hong Kong démontre que Pékin, finalement, ne respecte aucun de ses engagements internationaux, puisqu'il y avait un accord international avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, au moment de la restitution de Hong Kong à la Chine. Donc la Chine pose des problèmes de déstabilisation et il faut mettre des limites très fermes, même si l'Europe n'a pas forcément les moyens d'agir directement. Il faut être beaucoup plus réaliste à l'égard de la puissance chinoise et c'est le mérite
ça a été le mérite, de mon point de vue, de la manière assez brutale. C'est vrai que Trump a eu, pour des raisons d'ailleurs qui sont pas toujours excellentes, mais a eu de mettre sur la table des vrais problèmes qui existent avec la puissance chinoise. Et la meilleure des choses qui pourrait arriver à Pékin, c'est d'accepter une évolution progressive du système politique, une ouverture qui remettrait la Chine véritablement au centre du jeu économique, politique et sur la scène internationale. Merci beaucoup Valérie Niquet d'être venue dans Tout un monde. Merci. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique.